Bonjour à tous, bienvenue à cette édition d'Espace Autochtone en direct. En direct avec un peu de retard, on a eu des petits soucis techniques, mais là tout le monde est en poste, tout le monde entend tout le monde ne voit pas tout le monde, vous allez comprendre pourquoi, parce que notre invité, il est à cette île dans un studio. Alors lui ne nous voit pas, mais nous, on le voit, et vous allez le voir aussi, c'est le chef Jean-Charles Pietachot, chef de la communauté d'Equanichit. Bonjour, Ekwe, chef Oui, Pietachot. quoi à vous tous, là? Je suis évidemment en compagnie d'Isabelle Picard, alors je vous laisse saluer le chef. Oui, bonjour, bonjour Anne-Marie, bonjour Jean-Charles. Je suis content de vous avoir en même temps que moi, là. Voilà, parfait. Donc en même temps, ça me rassure parce que le chef vous entend aussi, Isabelle, donc tout est sous contrôle. Voilà. On va pouvoir faire cette émission, une émission qui va être consacrée au rôle pas toujours facile d'ailleurs d'un chef d'un conseil de bande d'une communauté autochtone. Alors peut-être qu'on pourrait commencer parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, vous savez, dans les communautés autochtones, mais également il y a beaucoup de non-autochtones qui nous écoutent et il y a beaucoup de gens à l'international qui nous écoutent aussi. Alors ce serait intéressant d'abord d'expliquer, je vais le faire avec vous, chef Pietachot, c'est quoi un conseil de bande? Mais écoutez, c'est une créature fédérale qui a été décidée dans les années où la loi sur les Indiens a été fondée et depuis ce temps-là, on connaît le système fédéral qui régit nos vies dans nos communautés. J'utilise le mot communauté et depuis ce temps-là, il y a des chefs et conseillers qui sont nommés dans des conseils et depuis ce temps-là. Et pour ce qui est de certaines communautés comme la nôtre, là, le système a vraiment été établi dans les années 1963. Donc, nous, ce système n'a pas été immédiat lors de la création de la loi et c'est sûr que j'ai beaucoup de choses à dire sur le système. Donc entre 1876 et la création de votre conseil de bande dans votre communauté, à vous spécifiquement, il s'est passé quoi entre ces deux périodes-là? Écoutez, compte tenu, il y a comme le- avant le contact, le pré-contact, et nous étions des sociétés organisées, donc nous, la nation d'où je viens, c'est une nation qui était nomade, qui parcourait le grand territoire de Nitassinan, qui avait aucune frontière et pendant de longues périodes, on l'a fait. Puis on a continué pour la communauté que je représente, là, dans les années 63. Mais il y a eu des décisions fédérales qui se sont prises avant 63 que je vais sûrement avoir l'occasion d'expliquer aussi. Alors vous êtes un Innu de la communauté des Quanichit. Et Quanichit, c'est ce qu'on appelait avant Mingan. Donc vous êtes sur la basse côte nord, hein? Je ne sais plus si c'est la Côte-Nord, Basse-Côte-Nord. Là. En tout cas, on est entre, mettons, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Natashquan, mettons. Oui, Ça c'est vous a bien. pris combien de temps, tiens, pour expliquer combien de temps ça vous a pris à partir de votre communauté pour venir jusqu'à cette île? C'est environ 2 heures en voiture. Là. C'est généralement ça. Là. C'est le temps que ça prend pour me rendre disponible pour aujourd'hui. Bon, ça nous explique bien donc où est-ce que vous êtes, c'est quand même assez loin. Vous êtes un chef. Oui. Est-ce que c'est comparable à un poste de maire dans une municipalité? Parce qu'en fait, vous gérez votre communauté. C'est un peu comme un maire qui gère son village ou sa communauté. Mais je dis, mais non, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Votre tâche est beaucoup plus complexe que la tâche du maire d'une municipalité. Oui, avec ce qui nous est dévolu annuellement, bon, écoutez, on a une administration là, qui gère l'éducation dans la communauté, la santé, tout ce qui est infrastructure, on peut parler de logement ici, puis il y a aussi des projets qui rentrent à chaque année qui peuvent venir de d'autres sources de financement. Ça c'est l'équivalent pour ma communauté auquel je représente, là, c'est environ plus de 10 millions de fonds qui proviennent du fédéral. 10 millions de fonds qui proviennent du fédéral.
Oui. Mais en tant que chef d'une communauté, donc vous êtes en relation avec le gouvernement fédéral, mais est-ce que vous êtes en relation aussi avec le gouvernement provincial? Est-ce que vous êtes en communication avec eux? Ben, définitivement, vous savez, à cause du système, nos relations sont surtout au niveau fédéral et depuis quelques années, il y a comme une ouverture avec la province de Québec là, dans certains programmes et certains dossiers. Mais non, je pense que la majorité de nos relations sont avec le fédéral. D'accord. Alors, vous avez donc, les conseils de bande existent à cause de la loi sur les Indiens. Donc, c'est une entité qui a été créée par le gouvernement fédéral, donc par des non-autochtones. Et ça, c'est pas évident. Ça ne plaît pas à tout le monde. Non. Il y a souvent, dans les communautés autochtones, des gens qui sont évidemment contre contre le gouvernement fédéral, Ouais. contre la loi sur les Indiens, mais aussi contre le conseil de bande. Ah, définitivement. Je pense que ça, c'est pas partagé en totalité dans les membres là, qui sont, on peut appeler ça des gens d'influence qui connaissent bien l'histoire. Et d'ailleurs, je fais partie de ces gens-là. Moi, j'ai été, avant d'être leader dans la communauté, j'ai été directeur général dans ma communauté, mais la première journée que j'ai été élu en 1991, en septembre 1991, la première lettre que j'ai envoyée aux autorités concernées pour un dossier en particulier, j'ai signé mes lettres comme ceci, là, Jean-Charles Pietachot, S-L-A-I. Puis je marquais Jean-Charles Pietachot, chef selon la loi sur les Indiens. Puis là, la plupart Pour des gens, clarifier les choses, oui. la plupart des gens m'ont dit, mais pourquoi tu mets ces lettres-là? Là? Mais là, ils disent les médecins, les avocats, tout le monde a des lettres à la fin de leur poste. Mais moi, je voulais spécifier déjà. J'apprécie le fait que je sois un leader choisi dans ma communauté selon notre liste, là, mais le mot chef défini par une loi fédérale, moi, ça me préoccupe parce que moi, depuis de nombreuses années, on parle beaucoup de réédifier notre nation et c'est pas évident. Lorsque vous avez un système qui est là depuis au-delà de 200 ans et qui a fait détruire nos systèmes qu'on avait parce qu'on avait notre propre système avant. Oui. On n'avait pas un chef, on avait des leaders qui parcouraient le territoire, qui se réunissaient à un moment donné dans l'année et ça, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais tantôt, nous, à Equanitit, la communauté comme telle a été créée seulement et encore non définitive en 1963. Parce que dans les années 48-50, ils voulaient ils voulaient nous déménager. Des fonctionnaires sont arrivés dans la communauté en disant, la première question qu'il a demandé aux gens qui étaient près de l'église, il a dit, je veux parler au chef, le fonctionnaire, là. Mais là, les aînés qui étaient là, nous sommes tous des chefs, c'est quoi tu veux? Bon, là, ils ont dit, ils ont parlé que, là, avec une création d'une communauté, vous aurez peut-être des services, des maisons, puis tout ça. Là, les aînés, là, les leaders ont refusé, carrément. Puis, ils ont dit, on va vous amener à Natashquan, la communauté venait de se créer dans les années 50-51, oui. Et à 48-49 à Maliotenam. Ils disent, on va scinder la communauté ou les membres en deux. Ceux qui ont de la famille à Natashquan iront à Natashquan. Les autres, ils vont aller à Maliotenam parce qu'on a créé une communauté. Les gens ont carrément refusé l'offre fédérale, mais c'est même pas une offre, là, c'est comme une exigence. Puis là, la suite, on la connaît dans la communauté, c'est que depuis 48 à 63, on n'avait pas les services que tout ce qu'on nous disait, tous les conseils avaient. Là. Il y avait des maisons, un système de santé, d'éducation, mais nous, à Equanitit, pendant cette longue période de résistance, d'affirmation, les gens, moi, je remercie toujours les aînés du temps là, qui ont toujours dit, nous
Nous avons un système, nous avons une façon de voir, nous avons une façon de réaliser, puis notre territoire, l'occupation de territoire, elle se fait à partir de la communauté des Iqaluit. Et ça, je pense, c'est historiquement, là, les gens, il faut qu'ils connaissent. C'est comme si nous, on n'a pas choisi, là. Moi, là, j'ai pas choisi ce système-là, là. C'est un système imposé, c'est un système colonial que tous, on est, des fois, je me sens comme le colonisé qui devient colonisateur. Ça me fait mal de dire ça, là. Oui. Mais moi, j'apprécie beaucoup mes gens qui m'appuient depuis 91. Je suis leader dans la communauté depuis 1991, mais ils savent ma pensée, ma façon de voir, ma vision, de voir que nous sommes un peuple. Nous faisons partie d'un peuple, le peuple Innu, et ça, je pense, c'est pas reconnu parce que c'est remplacé par des systèmes qui fait qu'aujourd'hui, on connaît des divisions, puis le système social qu'on avait là, est ébranlé, sinon brisé. Puis là, je ne veux pas faire l'histoire, on connaît l'histoire des pensionnats, on connaît tout ça. Moi, je suis un ex-pensionnaire, mais sauf que c'est un peu un défi pour un leader là, de dire à ces gens-là, oui, il y a un système qui nous est imposé, oui, nous avons des problèmes sociaux, oui, nous devons faire du mieux qu'on peut avec les ressources. Je donnais des chiffres tantôt, là. Moi, là, je ne peux même pas décider. C'est quoi je dois faire sur la santé, sur le logement, sur l'éducation. C'est tout est déjà décidé, planifié par eux à Ottawa, puis ils disent, voici, madame, tout le monde nous parle de santé. Ils disent, allez faire du loisir. On a zéro financement loisir dans la communauté. On n'a même pas au niveau des langues, la culture, c'est zéro financement. Mais parce qu'il y a un système qui est établi, qui est là, qui est le système provincial dans l'éducation, le système fédéral au niveau de la santé. Nous aussi, on aimerait faire ou réaliser ce qui nous conviendrait le plus, mais à cause des règlements puis des règles qui sont établies ailleurs. Mais alors, quel pouvoir est-ce que vous avez alors? Qu'est-ce qui vous reste? Tout ce qui me reste comme pouvoir, c'est moi. C'est parce qu'on essaie d'aller au-delà des fois, de se sortir de ce système à travers, comment je pourrais appeler ça, là, de se prendre en main, de dire, bon, OK, on a le pouvoir de faire ce qui nous convient dans la communauté, même si on se fait des fois pénaliser, là, on prend des décisions qui vont à l'encontre. Mais vous savez comment ça marche un système. Mettons, je prends 5 000 pour aider des enfants à aller dans le Notchimit en territoire. L'année d'après, le vérificateur arrive et il dit, « Hey, le 5 000, là, vous n'avez pas le droit, je vais le retenir sur l'autre année financière. » C'est ça, madame, c'est ça la réalité auquel on doit faire face. C'est nous qui devons faire face aux décisions prises à l'extérieur. Dans une assemblée générale, on n'a pas les fonctionnaires là, qui ont décidé, là, que ce soit à Ottawa ou à Québec, là, ils ne sont pas là. C'est nous qui devons faire face à ces demandes qui sont grandissantes dans le domaine, juste dans le domaine du logement. Là. Écoutez, on a parlé de beaucoup de besoins de logement au-delà de 10 000 juste pour la région du Québec. Je n'utilise jamais le mot province. Là. La région du Québec, là, c'est des besoins criants. Puis la démographie dans une communauté, nous, là, tu peux y aller à travers le pays. Là, en constante croissance, mais là, on est stabilisé. Alors là, je pense que le coût de la vie, là, les augmentations, on ne les a pas eues. Là, ça fait des années et des années. C'est stagnant, puis c'est comme... On ne peut pas vraiment réaliser qu'est-ce que des vous choses. Pensez qu'est-ce que vous pensez des chefs de conseil de bande qui, exemple comme à Pessamit, vont utiliser la voie des tribunaux pour tenter de faire reconnaître notamment leurs droits ou de répondre à leurs propres besoins? Est-ce que c'est une voie ou une option qui vous apparaît importante? Mais moi, je pense, oui, c'est une voie qui peut être à utiliser, mais vous savez, lorsqu'on va devant les tribunaux, tu donnes 25 ans de ta vie ou 15 ans de ta vie, tu as besoin de la vie de tes aînés, et de plus en plus, là, nos aînés dans nos communautés, là, au lieu, vous savez comment ça marche, là, nos gens partent, nos bibliothèques
ils partent. C'est une voie qui peut être utilisée soit administrativement ou selon politiquement là, pour reconnaître le titre aborigène au nos doigts. Mais ça, une fois, après 25 ans, je vais vous donner un exemple d'une nation en Colombie-Britannique. D'ailleurs, je salue les gens de la Colombie-Britannique qui n'ont pas peur d'aller devant les tribunaux. Ils ont gagné des causes, au-delà de 20 causes au niveau national, et ils ont beaucoup aussi perdu. Mais juste un exemple, on parle du titre. Bon, là, le fédéral ou la Cour nous demande de prouver que nous étions là. Ça, c'est aberrant, là. C'est vraiment aberrant. On nous demande, là, vous étiez où, là? À quelle place? À quelle rivière? À quelle hauteur? Tout ça, là, avec... Pour un peuple nomade, c'est difficile à expliquer. Hein? Bien, écoutez, c'est comme une société, et puis c'est ça qui n'est pas reconnu. Ah, il dit, vous occupiez pas, vous n'étiez pas là, mais là, si tu comprends le système de nomadisme, là, puis maintenant on est comme sédentaire, mais ça nous fait mal, ça aussi. Mais, et là, on dit, mais là, au niveau fédéral, il est juge, parti et financier, là. Comment tu veux aller à l'encontre d'un système? Mais les gens de BC l'ont testé et ils ont gagné une cause concernant le titre aborigène, mais encore là, elle est comme réduite au lieu du territoire qu'ils ont signifié. Mais là, on se ramasse avec un territoire qui est pas plus grand là, que ce que nous, on aurait pensé. En tout cas, c'est une voie. Peut-être que ce soit administratif pour peut-être aussi faire respecter certains droits individuels ou collectifs, mais je vous dis simplement, là, puis c'est des coûts exorbitants. Là, le fédéral, il ne paye pas les coûts. Là, il va peut-être donner un montant du début, mais à la fin, là, c'est toi qui assumes, là, puis pour assumer ces coûts-là, là, ça veut dire c'est un choix à faire. C'est dire faire du logement ou bien aller en cours. Et même avec nos revenus, les fonds autonomes, là, on ne peut pas se permettre ça. Là, Oui. Mais, en tout cas, mais, ça donne des choix déchirants. C'est des choix déchirants parce que le côté social nous exige aussi à répondre à des situations très, très... on n'a pas à le faire, là, on le sait comment est une communauté, nous, autochtone, Première Nation, comme vous voulez l'appeler. Si on a fait cette émission-là cette semaine, c'est à la suite d'une nouvelle. Il y a un chef Micmac, le chef de Listigouge en Gaspésie, qui a décidé de démissionner. Et la raison qu'il donnait, c'est qu'il vivait de la violence latérale dans sa communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? C'est quel genre de violence? Écoutez, je sympathise avec le chef, puis je connais la communauté qu'il dirige, puis c'est un chef que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il parle français, tout comme moi, tout comme le chef John Martin. Comme je vous dis, tu as à répondre à des membres devant des demandes de projets, de logement, d'emploi et tout. En plus, au niveau social, le fléau là, de la drogue, peu importe le type de drogue là, qui nous frappe, là, à un moment donné, les gens nous disent de prendre des décisions, puis des décisions, souvent, c'est des interventions, ce soit de concert avec la sécurité locale ou la Sûreté du Québec. Puis il y a un événement qui est arrivé par rapport à une histoire de drogue, d'intervention, mais c'est peut-être pas le seul. C'est peut-être depuis son mandat là, qu'il vit. Moi, je vous dis, je le connais, là, je connais ça, mais sauf que le contexte là-bas puis le contexte chez nous, là, c'est à peu près. Là, moi, sincèrement, là, je le comprends. Je le comprends, puis je comprends parce que nous, on fait une intervention au niveau de la drogue aussi. Et moi, j'ai été menacé de mort. Ça veut dire le vendeur non-inou a dit à quelqu'un, je vais aller le tirer. Parce qu'on a décidé dans la communauté que cette personne-là ne viendrait plus de façon définitive, bannie à vie. Et en tout cas, il y a ça, là. Oui, mais dans les communautés, la violence latérale, elle vient aussi de l'intérieur de la communauté, pas seulement de l'extérieur. Ah non, je pense qu'on a toujours été transparent. Je pense qu'on a eu, je ne sais pas combien d'émissions, combien d'images qu'on peut voir. C'est ça qui est... On n'a jamais nié
qui avait une violence, qui a un historique aussi, de façon définitive, sauf qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait de la violence envers nos familles. Quand je dis nos familles, là, c'est le père, la mère, les filles, les enfants, tout ça, là, qui touche ces enfants-là. Et ce que j'aimerais un jour, là, avec la télévision, c'est qu'on a aussi des bonnes choses qu'on réalise dans nos communautés. Je vais vous conter un. J'ai assisté à une soirée de reconnaissance où on a donné plus de 30 certificats de sobriété. Mais personne dans les médias ou personne n'a parlé de ces réalités. Puis la jeune fille qui organisait ça m'a dit, j'en avais encore d'autres, j'ai pas pu tous les prendre. Ça, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup de démarches pour s'aider soi-même. On parle beaucoup de guérison, mais c'est pour s'aider soi-même. D'ailleurs, il y en a beaucoup, beaucoup dans nos communautés, mais il reste que, comme vous le dites, là, ce que le chef de l'Ici Gauche a vécu, on le vit, puis ça continue. Puis c'est un travail, c'est un défi à tous les jours. Puis moi, je fais des émissions de radio, je fais partager des gens, je donne l'information du mieux que je peux, justement, pour aider nos gens qui sont dans cette situation-là. Oui. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes chef de votre communauté Kwanichi depuis très longtemps, là, depuis 1991. Il y a eu, par contre, des moments où vous n'avez pas été chef à l'intérieur entre cette période-là, 1991 et 2020. Ah non, j'ai été élu en 91 et réélu à chaque année jusqu'à... Là, je m'en vais ma 30e année avec ce mandat-là. Donc, vous n'avez jamais laissé votre place à une femme? Bien, vous avez notre code électoral, là. Elle permet ceci. On élit 2 hommes, 2 conseillères. Ça, c'est... À chaque élection, il faut qu'il y ait 2 hommes et 2 conseillères. D'accord, mais ce sont des conseillères. Des femmes. Oui. 2 femmes. Et... Les conseillères, pas chef. Non, attends. J'arrive au poste de chef. Oui. Ça peut être un homme ou une femme. D'ailleurs, il y a eu beaucoup dans mes élections, beaucoup de femmes qui ont été présentées et à chaque fois, j'ai gagné les élections. Je pense qu'on est quand même respectueux envers les femmes. On leur permet d'être candidate au poste de chef aussi. Oui. Là. Oui. Ça, c'est chez nous. Là. Puis il y a eu des chefs aussi, et des femmes chefs dans le passé, dans les communautés Innu. Oui. Alors, en fait, je vous pose la question parce que je vais tendre le micro à Isabelle parce que justement, on va parler des femmes qui sont chefs dans des communautés, mais à travers le Canada, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On parle de 14 % seulement au Canada. C'est vraiment pas beaucoup au poste de chef. Donc, c'est 87 sur une possibilité de 633. Donc, on est vraiment loin de la parité. Évidemment, pendant longtemps, il faut savoir que la loi sur les Indiens, jusqu'en 1951, faisait en sorte qu'une femme ne pouvait pas accéder au poste de chef. Ni même de conseiller. Ni même de conseiller. Donc, tout ça, c'est relativement récent. Oui. La première femme chef au Canada, c'est dans les années 50 pour une courte période, mais au Québec, par la suite, et même au Canada, c'est allé en 1992 dans ma communauté, Jocelyne Gros-Louis. Donc, ça fait Wendake. quand même pas tellement longtemps, bien sûr, à Wendake. Oui. Et ce que disait M. Pietachot, de réserver des postes de chef ou de conseiller pour des femmes, c'est la seule communauté qui le fait de cette façon-là. Alors, on les regarde avec beaucoup d'admiration. Et d'envie. Bien sûr. Oui. Maintenant, au niveau des postes de conseiller ou conseillère, ou d'autres l'appelleront chef, lorsqu'on nomme le chef le grand chef, ça dépend de la dénomination. Il y a un peu plus de femmes dans les communautés, mais on est encore loin de la parité. Si on regarde au Québec, au niveau des postes de chef, sur une possibilité de 41 postes de chef ou de grand chef, il y a seulement entre 5 et 7 femmes, bon an, mal an. Donc, autour de la table, c'est encore un boys club, on va se le dire quand même. C'est beaucoup d'hommes alentour de la table. Les femmes choisissent d'autres moyens pour se faire entendre, notamment via, bien sûr, l'Association des femmes autochtones du Québec, via les médias. Bon, on en a déjà parlé ici autour de la table. Beaucoup de femmes leaders, des artistes aussi. Donc, ils vont choisir d'autres moyens, mais c'est très difficile à l'intérieur de ce système de conseil de bande pour une femme. Oui. Mais avant que
que la loi sur les Indiens ne soit créée, les femmes avaient une place beaucoup plus importante Oui. dans les communautés. Oui, absolument. Traditionnellement, que ce soit chez les Iroquoiens, bien sûr, hein, on se souvient, on a tous entendu parler des mères de clan Oui, qui, oui. donc, qui décidaient, qui gardaient l'harmonie au sein du clan, mais qui aussi, ensemble, nommaient le chef de la communauté, donc ça, du village. Oui. Donc, et elles avaient leur mot à dire dans les décisions. Hein. Quand le chef prenait une mauvaise décision, elles se faisaient entendre. Oui. Chez les Algonquiens, donc les Inuits, les Naskapis, bon, les Micmacs, etc., la femme avait quand même son mot à dire également dans ce qui se passait. Quand l'homme partait à la chasse pendant 2-3 semaines, c'est la femme qui restait au camp. Ce sont les femmes qui restaient là et qui prenaient quand même les décisions. Donc, elles avaient une place que la loi sur les Indiens a fait en sorte qu'elles ont perdue. Qu'elles ont perdu et qu'elles ont de la difficulté à récupérer. Oui, oui, c'est Oui. pas évident. On aurait aimé avoir une femme ici autour de la table Oui, aujourd'hui. en fait, on devait en avoir une et Oui. finalement, elle a été obligée de se désister. C'est dommage, mais on aura l'occasion de l'entendre éventuellement. Bien Elle a sûr. été conseillère dans sa communauté, c'est Françoise Rupert House. Oui, tout à fait. De Picogan, hein? Oui, Picogan. oui, je crois que oui. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. En fait, je lui ai enseigné. Je donne un cours de gouvernance autochtone au féminin. Et j'ai plusieurs femmes élues autour de la table. J'avais des Atikamekw aussi. J'avais des gens d'un peu partout. Et ce qu'elle me dit, c'est toute la même chose. C'est que c'est difficile pour une femme de se faire entendre quand il n'y a pas une place, peut-être comme à Equanjit, de se faire entendre autour de la table, de faire entendre des préoccupations ou des besoins qui sont peut-être davantage du féminin, finalement. C'est-à-dire tout ce qui est santé communautaire, les enfants. Donc, c'est Oui. vraiment à ce niveau-là que c'est difficile de se faire entendre. Oui, oui, oui. Parce que vous, de votre côté, chef Pietachot, est-ce que, évidemment, vous avez des rencontres avec les autres chefs des différentes communautés québécoises. Est-ce que les exemples que vous mettez de l'avant, est-ce qu'il y en a qui ont envie d'y répondre, là? Le fait d'avoir établi cette politique d'avoir des femmes, des hommes au conseil de bande, donc tout le monde peut se présenter. Est-ce que vous avez réussi à la vendre à d'autres communautés avec le temps? Non, j'ai pas à vendre, là, mais écoutez, il y a comme la communauté Innu Labrador à Tihatit qui ont le même code que nous. Je crois aussi à Onomanchipo, là, s'il faudrait juste valider. Mais c'est nous qui l'avons choisi en Assemblée générale avec les gens de la communauté. Et pour ce qui est du poste de chef, c'est comme je le dis, là, il est ouvert aux deux. Et non, je pense, je parle souvent de ça aux autres communautés, mais je ne sais pas si... Ce qui fait aussi, c'est comme je vous dis, le fait que nous, on est quand même, on va dire ça, jeune dans le système. Mais quelqu'un qui est là depuis 1867 et 76, ce système-là, il est comme incrusté, c'est un système fédéral, puis à chaque fois tu essaies de faire des changements, bien là, on te dit, il faut changer la loi, mais pour changer la loi, en tout cas, c'est pas d'une évidence lorsqu'on parle de ça, mais nous, on veut vraiment aller au répondre, parce qu'à la table des chefs, il y a aussi des femmes. Moi, je connais bien Mme Jérôme, là, qui fait très bien. Adrienne Jérôme? Oui, oui, très bien. Mais à notre table, le fait aussi, c'est qu'on est deux représentants, hommes et femmes. Souvent, on a un homme de certain âge puis un jeune, une femme de certain âge puis une jeune. Ça, c'est quand même bien, mais peut-être on pourrait encore l'améliorer parce qu'on a des mandats de 3 ans dans la communauté, mais on parle beaucoup de revoir notre système. C'est sûr qu'on est comme coincé avec le système fédéral, mais je pense qu'on peut faire, nous, là, à l'intérieur des changements auxquels nous, on se sent à l'aise pour respecter l'ensemble des que ce soit les femmes ou les hommes, là, on s'en va vers là. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, là, on ne permettait même pas, dans le temps, là, que les femmes assistent aux assemblées générales, là, dans certaines communautés. Là, il n'y a pas si longtemps, là, mais chez nous, d'après moi, là, ce que je peux voir, il y a toujours eu la représentation de tout le monde aux assemblées, ou peut-être même... on a changé le système en 1991 pour que ce soit de façon égale avec les deux autorités, là, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Allons voir avec Isabelle comment ça se passait ou comment ça se passe encore chez les Mohawks, parce que vous avez été femme
d'un chef d'une communauté Mohawk. Donc, Oui. vous avez vu tout ça de l'intérieur. Absolument, c'est le cas de le dire. On était à l'époque, au début des années 2000, en 2004-2005 environ, et j'étais femme de chef à Kanesatake. Donc, Kanesatake, comme plusieurs communautés Mohawk, Ganawagé, c'est la même chose. Le conseil de borne n'est pas reconnu par l'ensemble de la population. Donc, déjà là, notamment, même à Ganawagé, ils ont encore un système parallèle traditionnel Oui, avec les mères de clan, etc. oui. Donc, ils conjuguent avec ça. Kanesatake, c'est un peu différent, mais il y a quand même une partie de la population qui n'adhère pas à ce système, qu'ils considèrent comme étant des héritiers, finalement, Jean-Charles le disait tout à l'heure, de la loi sur les Indiens. Oui. Donc, c'est pas facile pour un chef, à ce moment-là, de naviguer à travers tout ça. Et oui, ça a été plutôt difficile à cette époque-là. On a vécu, quand on était une jeune famille, on a vécu aussi des menaces, par téléphone. Mais c'est aussi difficile, le rôle de chef, dans le sens que ça demande un effort de 24 heures sur 24. La nuit, on recevait des téléphones. C'est autant de s'occuper d'une chicane de clôture que d'un divorce, que de devenir médiateur, que d'aller rencontrer la GRC, que d'aller rencontrer les agents du ministère des Affaires indiennes, de se dépatouiller avec les médias aussi, bien sûr. On est à Oka, là, donc... Pas très longtemps après la crise d'Oka, Ben oui, d'ailleurs. puis- C'est pas si long que Puis ça. on était en plein dans l'épisode, James Gabriel avec l'incendie de la maison, tout ça. Donc, c'était... James Gabriel, qui était le chef précédent. Exactement. Oui. Et donc, il y avait eu l'incendie de la station de police également. Donc, on était vraiment... On l'a eu assez Oui. dur. Tout ça, c'était en lien, évidemment, avec la police de Kanesatake. Oui, hein. exactement, tout à fait. Et donc, être chef, c'est pas... Moi, bravo là, pour M. Pietachot, qui est là depuis 1991, parce Oui. que de l'intérieur, c'est vraiment une mission. C'est extraordinaire ce que ces gens-là font. Et comme disait M. Pietachot, c'est qu'ils ont, veut pas, les mains liées. Ils voient les besoins dans la communauté, ils aimeraient répondre, ils tentent de répondre du mieux qu'ils peuvent, mais le système fait en sorte qu'il y a des programmes et que le ministère des Affaires autochtones décide, cette année, c'est la santé qui est une priorité, alors que peut-être que dans cette communauté-là, la santé va assez bien et que Oui. c'est le logement Oui, dont oui. on aurait besoin. Oui. Dans une autre communauté, c'est peut-être la langue, la culture, alors qu'il n'y a pas de sous pour ça, il n'y a pas de financement. Donc, ils doivent souvent composer, en faire des miracles et je pense qu'on ne reconnaît pas assez ça parce que ce sont des gens qui sont impliqués, qui veulent faire des changements. Mais alors, comment rallier la portion plus traditionnelle à votre cause? Les gens voient bien le travail que vous faites et savent que vous avez les mains liées jusqu'à, d'une certaine façon, la cause de la loi sur les Indiens. Comment rallier les gens qui sont plus traditionnels? Vous posez la question à moi ou à... Oui, oui, à vous, chef Ah, OK, Pietachot, non, oui. mais ces gens-là, chez nous, sont là et je sais, lorsqu'on les rencontre, soit en Assemblée générale, je connais leur discours, mais il y a quand même un minimum de respect envers ce que nous, on est à Equanitit. Vous savez, comme vous dites, Isabelle l'a très bien résumé, là, c'est pas... je ne crie pas, hey, je suis chef. Là, non, c'est pas facile dans une communauté. Il y a les membres du conseil, mais souvent on dit, c'est vous, chef. Non, on est 5. Non, c'est vous. Vous, je m'adresse à vous, là. Mais c'est ces gens-là, là, chez nous, là, mais je trouve ça, c'est sûr, j'ai vécu la période, donc Isabelle, relate, là, je l'ai vécu, je suis même allé rencontrer James dans un hôtel à Laval pendant cette période-là. Là, tu te poses des questions, tu essaies de défendre les droits, tu essaies de défendre les causes sociales qui intéresse ta nation ou ta communauté. Et il y a une réalité que quand je retourne chez nous, c'est cette réalité-là auquel je dois faire face. Et je pense que ceux qui pensent autrement que moi, je suis comme un produit. Là. Quand j'ai signé ma lettre, là, selon la loi sur les Indiens, moi, j'y allais parce que les gens m'ont dit, tu devrais te présenter comme chef, parce que dans notre, vous allez dire, peut-être c'est une dictature, là, mais définitivement non. Moi, je suis chef. Mon père a été chef, mon grand-père a été chef,
Puis mon arrière, celui qui m'a gardé a été conseiller. En tout cas, c'est une lignée, comme on dit, là, mais sauf que c'est les gens qui apprécient d'autres, c'est plus dur. Je vais dire ça de même. C'est plus dur parce qu'il y a des décisions auxquelles on leur demande, mais je sais parce qu'il y a une autre autorité à côté là, qui va dire le contraire. Mettons, moi, je veux construire 10 maisons, j'en ai besoin de 58 là. Oui. Mais 58 maisons, là, il y a un financement qui doit répondre à la situation qui prévaut dans la communauté d'où je viens. Là. C'est comme vous le dites, là, on est liés. Là. On est normalement... c'est une demi-maison par année. Là. Si on faisait les calculs, là, après ça, il dit, pour ton animateur loisir, c'est une demi-année salaire et encore. Puis ils l'ont coupé, là. Mais là, j'ai dit aux fonctionnaires, donc, veux-tu venir travailler, toi, un demi-salaire pendant une année, là? Viens dans la communauté, viens nous voir. Mais c'est ces situations-là là, qui sont là, puis auxquelles on doit répondre, et tout en essayant de défendre les causes, les droits. Juste un exemple, au niveau... Moi, je suis très... rapidement, occupé, parce que nous allons terminer l'émission. OK, au niveau de la défense du golfe Saint-Laurent, des océans. Mais il n'y a personne qui s'occupe de ça. Mais moi, je suis pris par cette cause-là, parce que s'il y a un événement qui nous arrive du même type que le Mexique, ici dans le golfe Saint-Laurent, là, les gens vont... Hey, non. OK, non, c'est pour ça que je vous dis, je suis souvent chez nous, au niveau de la province, mais au niveau international. D'ailleurs, je suis à New York en février pour aller parler à l'UNESCO encore. Oh, intéressant. On aura sûrement l'occasion d'en discuter, de vous attraper à votre retour. Merci, chef Pietachot, d'avoir consacré toutes ces minutes-là avec nous. C'est vraiment très, très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Et je vous laisse poursuivre votre travail auprès de votre communauté Equanichit. Je sais que c'est pas pareil dans toutes les communautés, mais il y a un bel exemple avec vous d'une communauté qui fonctionne bien, qui est appréciée. Enfin, on voit que le chef est apprécié. Merci beaucoup à vous. Merci, non. Et merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été là encore une fois. Et à la semaine prochaine, bien sûr. À vous aussi, à la semaine prochaine pour une autre édition d'Espace Autochtone en direct. Au revoir.